a souvent du mal à intérioriser ce problème-là. C'est les laps de temps nécessaires pour voir un changement quelconque au fait, dans une économie. On a souvent l'espoir que dans 20 ans, disons, on va voir un changement, on va passer de X% à moins 20%, disons, en gaz à effet de serre ou quoi, que ce soit autre chose. Malheureusement, en fait, une économie bouge très lentement quand il s'agit de l'agrégat. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est quoi des laps de temps où on a vu des changements dans des économies Est-ce qu'on va voir une transition? Est-ce qu'elle pourrait être visible dans 20, 30, 100 Combien d'années À la fois, elle est entièrement visible, en même temps, elle n'a jamais eu lieu. Donc, c'est un peu difficile de vous répondre, mais on a des exemples de réduction importante d'émissions de CO2. Par exemple, la France, quand elle fait le parc électronucléaire, elle fait sortir une bonne partie du charbon de son mix électrique. Oui, ça a une influence sur les émissions de CO2. Après, ça diminue de quelques pourcents par an à partir des années 80. On est très, très loin des trajectoires qu'il faudrait faire maintenant. Ouais. Et j'ai envie de dire, on a fait le truc le plus facile, décarboner l'électricité. Parce que maintenant, commençons à parler de l'acier et du ciment. Là, on s'attaque à autre chose. Ouais. Donc, non, franchement, il n'y a pas de... Je ne crois pas que l'histoire puisse vous dire ça met 20, 30, 50, 100, 200 ans, puisque ça n'a jamais eu lieu. Voilà. Moi, une fois encore, c'est vraiment des trucs basiques, mais si vous prenez le pétrole, qui est quand même effectivement assez efficace et pratique à manier comparé au charbon, même si c'est plus compliqué que ce que Tim Mitchell raconte. Acceptons qu'effectivement, il y ait des intérêts à passer au pétrole. Même si on passe par le pétrole, c'est autre chose. Bref, le pétrole, mettons que ça commence en 1860, en 1960, il occupe 40%, c'est à son sommet, du mix énergétique mondial. Un peu plus de 40%. Jamais 100%, évidemment. Jamais une source d'énergie n'occupe 100% d'un mix, dans aucun pays. Donc, il a fallu 100 ans pour qu'une énergie qui a quand même un intérêt, qui s'extrait relativement facilement comparé au charbon, puisse s'imposer seulement à hauteur de 40%. Voilà, donc ça permet aussi de montrer l'énormité de ce qu'il faudrait faire. Donc, moi, c'est vraiment... La manière dont maintenant je réfléchis à ces questions, c'est plutôt combien de temps les énergies mettent à se désencastrer les unes des autres. Donc, j'ai parlé du charbon et du bois. Plutôt que parler de transition, qui n'a jamais eu lieu, donc je ne peux même pas vraiment l'étudier. Je regarde combien de temps le charbon prend pour se désencastrer du bois qu'il a vu naître. Puisqu'il fallait énormément de bois pour extraire le charbon. Ouais. Je dirais que ça se désencastre vraiment à partir des années 1960, parce qu'il y a des progrès dans les mines souterraines, et puis avec les mines en plein air, à ciel ouvert, évidemment, on a plus besoin de bois. Ça va prendre extrêmement longtemps. Ça n'a pas lieu quelque part au 19e siècle, ni même au 20e siècle. C'est seulement à la fin du 20e siècle qu'on peut dire vraiment qu'on s'est désencastré du bois pour extraire nos fossiles. Donc ça prend extrêmement longtemps. Pour charbon-pétrole, ça n'a jamais eu lieu, et ça n'aura jamais lieu. Parce que vous avez besoin d'acier pour extraire le pétrole, et vous avez besoin de pétrole pour extraire le charbon maintenant. Et l'acier, il faut du charbon, pour le faire, j'ai oublié ça. Donc là, il y a un lien indissociable entre charbon et pétrole. On n'aura jamais l'un sans l'autre, d'une certaine manière. Donc une fois qu'on a ça en tête, combien de temps ça peut prendre pour que les énergies renouvelables soient capables de s'autonomiser des fossiles qui les voient naître? Il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on aura des éoliennes qui feront l'hydrogène, qui nous permettra de faire l'acier, qui nous permettra de faire les éoliennes. Et encore, ça c'est juste un petit aspect du problème. Mais qui permettra de faire l'acier, des voitures électriques, qui permettra d'extraire les minéraux dont on a besoin pour faire les batteries des voitures électriques, etc. etc., etc. Bon, ça va prendre, à mon avis, très, très, très longtemps si on le voit un jour, ce qui n'est pas dit, en fait. Oui, donc en gros, en effet, ok, je comprends maintenant l'encastrement. C'est aussi des relations de symbiose. De symbiose. Les énergies ne sont pas en compétition les unes avec les autres, elles sont plutôt dans des relations de symbiose en fait. Et le problème, c'est que les historiens avaient juste regardé plutôt les moments de compétition, de substitution et de transition, mais c'est qu'une petite partie de l'aspect de l'histoire de l'énergie. Massivement, les symbioses prédominent en fait. C'est assez intéressant parce qu'il y a un point... Il y a une phrase là dans l'ouvrage L'événement Anthropocène qui écrit, qui souligne, qui dit il ne suffit pas de compter pour comprendre et que l'accumulation des données n'engagera pas de révolution. Et puis, évidemment, dans le domaine
que ça soit transition énergétique, métabolisme urbain et pas mal d'autres domaines, notre dada, c'est vraiment faire des chiffres, faire des graphiques et puis essayer de comprendre tout ça. Alors, c'est de plus en plus mon dada à moi aussi, de faire des chiffres et des graphiques. Je ne sais pas si j'écrirai encore ça comme ça maintenant avec Christophe Bonneuil. Je suis pas... En fait, je pense que quand on écrivait cette phrase, c'était par rapport au discours sur l'Anthropocène. Alors, si vous prenez les papiers sur l'Anthropocène je ne sais plus, c'est 2001, 2008, il y a plein de papiers qui sortent. Il y en a un qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. On voit des courbes extraordinaires, toute une série de courbes où tout croît de manière exponentielle. The Great Acceleration. The Great Acceleration. Ouais. Donc, dans les années 50, tout croît, etc. Et en gros, ils disent, c'est ça l'Anthropocène, quoi. Et on disait, non, comprendre ce que c'est vraiment le processus historique qui a fait basculer la planète Terre, il faut mettre des récits. Ces courbes-là, c'est juste la résultante de processus historiques. Mais vous n'avez rien expliqué du tout une fois que vous avez mis ces courbes-là. Et donc, c'est pour ça que le pari avec Christophe, quand on écrivait ci, c'est de dire, on va faire une histoire de l'Anthropocène, où on va parler, je sais pas, des sociétés, des entreprises qui ont fait ça, des peuples qui ont joué un rôle plus important que d'autres, des guerres, etc. Remuscler, introduire dans cette idée d'Anthropocène, qui est quand même... ça recycle. Quand on dit Anthropocène, sans le savoir, on s'inscrit dans une longue lignée de discours néo-malthusiens sur la crise environnementale. C'est l'espèce humaine qui pose problème. Ouais. L'espèce humaine en tant qu'entité biologique qui se reproduit trop vite. Ça, c'est vraiment la façon hyper classique de voir le problème environnemental depuis Malthus, mais surtout aux États-Unis depuis après la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment un retour en force des discours néo-malthusiens. Et donc, on voulait le dire, c'est évident que Anthropocène, non, c'est pas l'humanité indifférenciée qui fait basculer la Terre dans un autre état. C'est nos infrastructures. Et encore, quand je dis nous, ouais. C'est beaucoup trop simple. Ces infrastructures de certains pays qui sont guidées par certains intérêts, etc. Donc c'est un peu ça le pari du livre, c'était de repolitiser au maximum les émissions de CO2. Alors, j'écrirai pas exactement les chapitres que j'ai pu écrire sur l'énergie, je les écrirai pas exactement de la même façon maintenant, on va dire. En ayant plus travaillé sur ce sujet. Pourquoi ? Qu'est-ce qui changerait aujourd'hui ? Je pense que... par exemple, je faisais mienne la thèse de Mitchell, sur Tim Mitchell, sur l'idée que le pétrole, ça avait permis de contourner le mouvement ouvrier. J'y crois plus une seconde, en fait. Ça ne marche pas du tout comme ça. Sur le rôle des guerres, il y a un chapitre qui s'appelle Thanatocène que j'avais écrit, qui montrait un peu l'importance des technologies militaires dans la crise environnementale. Alors, je pense que la guerre, effectivement, fomente des technologies très dévastatrices. Ça fait aucun doute. Vous prenez, je ne sais pas moi, les pesticides, ça vient des gaz de combat. Vous prenez la pêche moderne, c'est lié au nylon qui d'abord sert des parachutes. Vous prenez l'aviation, c'est vrai que ça recycle pas mal de technologies de la Seconde Guerre mondiale, de l'aluminium au réacteur, etc. Maintenant, est-ce que sans la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait quand même pas eu ces avancées technologiques-là au bout d'un certain moment ? Et d'une certaine manière, par exemple, si vous prenez le bois, j'ai regardé un peu des statistiques récemment, la consommation de bois chute pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'économie civile, elle est déjà en elle-même très néfaste. Il ne faut pas non plus imaginer que la guerre, c'est un accélérateur, je pense, mais ce n'est pas beaucoup plus que ça, quoi.